merci de votre fidélité. Pour le second temps de parole, ce matin, on accueille l'un des candidats à l'élection sénatoriale du 24 septembre prochain. C'est Nadjim Hamada qui est avec nous. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci. Bonjour à tous les Mahorais. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous encore une fois ce matin. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, vous êtes investi par le MDM dans cette élection. La campagne bat son plein. Vous rencontrez la population, les élus. Si vous êtes élu à la fin du mois de septembre, enfin le 24, qu'est-ce que vous ferez par rapport à la crise de l'eau qui bat son plein, je dirais ? Je vous remercie parce que la question est cruciale. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, on a eu un ministre qui est venu il y a une dizaine de jours à faire des annonces et sans faire de jeu de mots, il nous a laissé un peu sur notre soif. On a un territoire qui est en difficulté et on nous dit qu'il y a une crise de l'eau comme si elle est apparue de nulle part. Alors que depuis 2016, il y a des coupures d'eau. On sait très bien que la pluviométrie baisse, on sait très bien qu'il y a un réchauffement climatique. On sait très bien qu'il ne pleut pas et pourtant les investissements n'ont pas été au rendez-vous. Derrière cette crise de l'eau se cachent trois crises en réalité, Madame Anne-Constance. Il y a une crise sanitaire. Je crois juste après vous recevez des personnes de l'ARS pour parler de la qualité de l'eau, mais il y a une crise vraiment sanitaire parce que dans certains villages, l'eau est impropre à la consommation. Elle l'est de nouveau depuis ce matin. Enfin, en tout cas, hier soir, l'ARS a informé que l'eau était de nouveau potable dans ces 9 villages. Oui, mais on attend de voir les résultats de demain et après-demain. Moi, par exemple, ce matin, l'eau est sortie marron chez moi. Donc, pour vous dire qu'il y a une difficulté puisque des personnes sont contraintes de boire cette eau, la faire bouillir, mais même ça ne suffit pas. Et on a des épidémies de diarrhée, si je puis dire, actuellement au CHM. Et donc, on a vu des reportages des personnes qui sont malades, des personnes âgées, du fait de cette eau qui est impropre. Donc, il y a une vraie crise sanitaire qui est derrière. Deuxièmement, il y a une crise économique. Je crois que Mme Baltus également est en train de crier sur tous les plateaux qu'il y a une crise économique qui se cache derrière cette crise de l'eau. Pourquoi ? Parce que le bâtiment utilise de l'eau. On nous dit qu'il faudra peut-être arrêter les constructions. Les restaurants ne pourront plus ouvrir parce que toujours le problème d'eau, l'hygiène, la restauration scolaire. Donc, des établissements scolaires sont fermés parce qu'il n'y a pas de l'eau. Donc, il y a une vraie crise économique et sociale qui s'annonce. Et là, on se croise les doigts et on attend, on regarde le ciel, voir si il va pleuvoir. Madame Constance, je vous rappelle que le ministre Kararenko est venu en 2022 et a dit « Je mets 411 millions d'euros dans un contrat de progrès sur l'eau pour faire baisser le prix de l'eau, améliorer la qualité de l'eau et enfin rénover le système et développer des meilleurs systèmes pour éviter les fuites. » Aujourd'hui, un an plus tard, on n'en sait rien de ce qui s'est passé de cet argent. C'est vrai que le ministre a changé, mais aujourd'hui, on a besoin de quoi? La question, me dites, c'est quoi qu'on peut proposer? Il y a eu une crise du Covid en 2020 et l'État français, le président de la République a dit « Quoi qu'il en coûte, je serai auprès des Français ». Quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire des milliards et des milliards, la France est endettée à cause de ça, mais quoi qu'il en coûte. Nous demandons que quoi qu'il en coûte, l'État soit au chevet de Mahorais, c'est-à-dire mettre un fonds de solidarité dans lequel on va puiser cet argent pour pouvoir donner de l'eau, distribuer de l'eau à toutes les familles, à tous les villages. À toutes les familles, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire pas simplement les 30 000 vulnérables, tous les Mahorais, tout le monde souffre de... Ce week-end, je ne sais pas si vous êtes allés faire vos courses, mais il n'y avait pas un pack d'eau. Oh si. Il n'y avait pas un pack d'eau quelque part. Donc il faut que l'État investisse dans ce fonds de solidarité, puisse dans ce fonds de solidarité pour donner de l'eau à tout le monde. Ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, il faut accompagner le monde économique. Parce qu'on est, comme je dis, comme ça a été annoncé, un chômage de masse qui va s'annoncer du fait de cette crise. Et donc, il faut accompagner ces sociétés pour des chômages partiels ou je ne sais, à l'image de ce que s'est fait pendant le Covid. Et donc, il faut ce fonds social, ce fonds de solidarité, parce que l'État doit être au chevet de Mayotte et des Mahorais. Donc, c'est la première chose. Une deuxième chose, on a vu pendant le cyclone Irma qui s'est passé dans les Caraïbes 2017-2016, il me semble, un système d'eau qui a été complètement chamboulé du fait du cyclone. Qu'est-ce qu'ils ont fait, l'État français et les États environnants? Ils ont mis des unités mobiles, des unités d'urgence de dessalement.
Et c'est tout à fait possible. Des sociétés proposent ça. C'est-à-dire, dans les 10 jours, 15 jours, il est possible de faire, pas à grande échelle, mais pour alimenter des villages, le temps qu'on construise enfin la grande usine de dessalement, la retenue collinaire, mais ça c'est à long terme, mais à court terme, on a besoin de ça et venir au chevet des Mahorais. Salim Laouda, pardon, Nadjim Hamada, vous parlez d'unité de dessalement, vous parlez de la retenue collinaire. Pardonnez-moi, mais ça fait 20 ans qu'on en parle de toutes ces solutions. Rien n'a été fait. Des tonnes d'argent ont été englouties par le syndicat des eaux sans qu'on sache réellement ce qui s'est passé en termes de réalisation. Voilà, on ne voit rien en réalité. Or, ce syndicat des eaux a été géré mandat après mandat par des élus locaux. Aujourd'hui, on incrimine l'État qui récupère la main finalement sur une compétence qui n'est pas la sienne, puisque c'est aux communes et aux syndicats des eaux de gérer la situation. Et est-ce que la population mahoraise qui commence à s'en rendre compte, et on le voit derrière, est-ce que cette population commence à faire pression sur les grands électeurs pour que le choix des sénateurs ne soit pas fait comme d'habitude, c'est-à-dire de manière clanique ou sur la base de petits arrangements entre amis pour qu'on ait des sénateurs compétents, capables d'aller revendiquer des choses? Je vous remercie, Madame Anne-Constance. Effectivement, on a une difficulté sur le syndicat des eaux, qui est un syndicat qui est très politisé. Il y a des personnes qui arrivent, au lieu de s'atteler à la tâche, il faut continuer à faire de la politique. La politique doit s'arrêter une fois la campagne finie. Une fois qu'on est élu, on doit se mettre au service des Mahorais. Donc moi, je ne viendrai pas critiquer ici et là le mandat précédent ou le mandat actuel. Il y a des instances pour ça. Il y a la Cour régionale des comptes, il y a le parquet pour ça. Moi, je peux constater, c'est qu'il y en a une population qui est en souffrance. On a la possibilité de changer les choses. Et dans une démocratie, on change les choses à travers le vote, à travers le bulletin, à travers le scrutin. Et le scrutin, on nous appelle le 24 à aller voter. Vous avez tout à fait raison qu'on a besoin de personnes qui puissent, relever le défi. Comme j'ai l'habitude de dire, à Paris, on ne va pas parler autre chose que de loi et d'amendements et de droits. Et les choses ne peuvent pas changer qu'à travers la loi. C'est pour ça qu'on appelle la France un État de droit. Tout est réglementé. On est d'accord. Et donc, de par mon expérience, je ne vais pas vous le rappeler, je pense que je suis à même d'affronter ces défis et de les relever. Alors justement, on parle de loi, on parle du rôle du parlementaire qui est de faire la loi, effectivement. En tant qu'avocat et dirigeant de cabinet d'avocats, vous êtes compétent en la matière. Je voulais votre regard, Nadjim Hamada, sur un fait qui s'est passé au tribunal vendredi. Un homme d'une quarantaine d'années a été condamné à 30 mois de prison parce que sur un barrage, alors qu'il était attaqué, il s'est défendu avec une arme et il a tiré sur ses agresseurs. Il a été condamné, 30 mois de prison dont aménagé à la maison, mais condamné, alors que les voyous qui nous, pardonnez ma trivialité, pourrissent la vie toute la journée, nous empêchent de vivre, eux, on les relâche et on ne les condamne pas. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Absolument pas, madame. Absolument pas. Je pense que vous avez aussi également en souvenir que j'ai été attaqué à la machette. Oh oui, je me souviens. Sur mon scooter. Votre scooter blanc. Voilà. Et j'ai été cambriolé. Ça n'a pas été médiatisé, mais et j'ai connu d'autres barrages également. Et donc cette situation qui pourrit et qui terrorise la population mahoraise doit cesser. Un ancien ministre disait qu'on doit terroriser les terroristes ou la peur doit changer de camp. C'est une réalité. Mais il faut changer également la loi. Parce qu'aujourd'hui, quand on se défend, on doit justifier d'une présomption qu'on appelle ça, de légitime défense. Et la légitime défense, elle est mal faite actuellement, surtout à Mayotte, parce qu'on doit justifier que la riposte a été concomitante à l'attaque, proportionnelle, et souvent on n'y arrive pas. Et c'est plutôt le voyou qui s'en sort. C'est ce qui s'est passé pour ce monsieur. Voilà. Moi, je considère qu'il faut instaurer une présomption de culpabilité, justement, pour toute personne qui se trouve sur un barrage, en bande, avec des armes, cagoulées. Toute personne qui rentre au domicile d'une personne avec une arme, cagoulée, avec ses camarades. Donc si on est
amenés à se défendre et à les blesser, ce n'est pas à nous d'être placés en garde à vue, de se justifier s'il y avait proportionnalité, c'est à lui de se justifier. C'était quoi ses intentions en venant au domicile d'une personne ou en se mettant dans un virage avec des cagoules, des chiens, des machettes et ses camarades cagoulés? C'était quoi les intentions? C'est à eux de se justifier en premier. C'est-à-dire on inverse la charge de la preuve. La présomption de culpabilité, c'est à eux de justifier de leur intention. Et comme ça, s'ils n'arrivent pas à se justifier, donc moi, je n'ai pas à justifier de la proportionnalité de l'attaque. Ce monsieur, malheureusement, a fait ce que beaucoup de gens vont faire tôt ou tard. Oui. Parce que moi, dans un virage ou dans un barrage, je ne vais pas m'amuser à m'arrêter. Si je m'étais arrêté devant la prison, ces jeunes avec ces machettes, je ne serais peut-être pas devant vous aujourd'hui. Bien sûr. J'ai dû accélérer, et tout le monde a fait la même chose. Il y a une personne également qui a failli renverser un des voyous. Et donc, cette situation n'est plus acceptable et la loi doit changer. Et je vous invite effectivement à me donner l'opportunité de la changer. Autre sujet qui concerne, Nadim Hamada, les collectivités. Les finances des collectivités locales sont en mauvaise posture. De nouveau, on parle de la dotation globale de fonctionnement qui n'est pas à la hauteur des charges des communes. On parle également du recensement qui n'est pas correct. On parle du poids de la scolarisation des enfants qui pèsent dans les budgets communaux. Si vous êtes élu sénateur, vous ferez quoi sur ces sujets? On a un territoire qui est mal considéré. C'est-à-dire on est sous-doté. Et on n'a pas les dotations idoines pour que les politiques et surtout les maires et les collectivités puissent engager les actions à l'endroit de leur population, au bénéfice de leur population. Et cette dotation globale de fonctionnement est fixée en fonction du recensement, c'est la base. Et on sait tous que le recensement est biaisé. L'État nous dit non, il faut regarder ce que dit l'INSEE. La Cour régionale de compte nous dit non, ce chiffre-là est biaisé. Donc il y a quand même des magistrats, des hauts magistrats qui disent que c'est biaisé. Aujourd'hui, si on se fixe le recensement, on est 300 000. Sauf que quand on consulte deux personnalités de ce territoire, vous diront qu'on est 600 000. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de le développer ici, mais il faut avoir un coefficient de réajustement du recensement et de la population à travers deux données. La première donnée, c'est quand on consulte les grands distributeurs d'aliments sur ce territoire, je dirais par exemple Sodifram, ils vont vous dire « mais moi, je n'alimente pas 300 000 personnes sur le territoire, mais je commande pour 600 000 ou 700 000 sur le territoire et c'est consommé. Et l'année d'après, exactement, voire j'augmente. Et donc, on a une donnée économique sur la consommation, donc on sait à peu près les personnes qu'il y a sur ce territoire. Bien sûr. On a également, quand on inscrit ses enfants à l'école, l'enfant dit « mon père c'est telle personne, ma mère c'est telle personne ». Donc, le rectorat également a une sorte de recensement, puisque des gens sont identifiés comme parents vivant sur le territoire. Si on compile ces deux données, on pourra avoir un chiffre qu'on va pouvoir ajuster par rapport au recensement et faire augmenter les dotations des collectivités. Mais il y a une forte dotation ici qui nous manque. Nous sommes un département région d'outre-mer. Nous sommes un département région d'outre-mer, Drôme. Sauf qu'on n'a pas les dotations pour la région. L'État ne nous le donne pas. Donc il faut se battre. C'est vraiment le prochain combat du sénateur d'avoir la région avec ses dotations, ses conseillers et ses missions. Parce que le chef de file de l'économie d'un territoire, ce n'est pas le département, c'est la région. Le département s'occupe de l'aspect social et la région de l'aspect économique. Donc il faut se battre sur ces deux leviers-là pour que enfin le territoire puisse décoller. Il faut libérer l'économie de ce territoire également en luttant contre les monopoles, les oligopoles. Il n'est pas normal qu'il y ait une station-service, ça fait un opérateur, parce qu'il fixe ses prix. On n'a pas le choix. Donc, on a toutes ces questions-là où le sénateur doit faire œuvre de travail tous les jours, aller dans les cabinets ministériels, faire du lobbying et au besoin changer la loi. Alors, il y a également une autre question sur le monde économique. On voit que la crise de l'eau pénalise un certain nombre d'activités, l'hôtellerie, la restauration et d'autres activités, comme le BTP par exemple, ou le ménage. Bref, il y a moult activités qui sont aujourd'hui pénalisées. Visiblement, l'aide annoncée par le ministre proposée aux entreprises serait l'activité partielle. C'est un peu juste quand même. Je l'ai indiqué tout à l'heure, il faut un fonds de solidarité, il faut de l'argent, du cash. C'est ça ce qu'il faut. Les sociétés vont tomber en faillite. On a traversé 2 ans de crise sanitaire, on traverse une crise
économique, il n'est pas possible de penser que les sociétés vont pouvoir se relever. Donc il faut de l'argent, il faut un fonds dans lequel on va peut-être exonérer d'impôts, peut-être de cotisations sociales, mais le chômage partiel ne suffira pas à sauver les emplois. Et donc nous demandons, en tout cas Nadjima Mada candidat et Taïza Abdallah une fois arrivés au Sénat, c'est de demander que ce fonds soit mis en place et se battre avec Bercy et Matignon pour que les Mahorais, mais vraiment tout azimut, c'est-à-dire l'individu lambda, la société civile, mais également les entreprises et sociétés, que l'État soit au chevet des Mahorais, encore une fois. Alors, Gérald Darmanin, dans ce qu'il a appelé Wambushu 2, a expliqué que la lutte contre l'économie informelle allait être la nouvelle priorité. La semaine dernière, ou il y a 10 jours, l'État a expliqué que le contrôle des adresses données par les étrangers pour obtenir des papiers allait être systématique. Est-ce qu'on va sur le bon chemin selon vous? Est-ce qu'il faut aller au bout de ça ou ce n'est pas le sujet? Ah si, il faut faire une lutte tout azimut sur l'immigration illégale. Mais déjà sur l'immigration légale, c'est-à-dire les personnes qui sont régularisées, nous considérons qu'il faut arrêter avec le titre de séjour Made in Mayotte, c'est-à-dire que la personne ne puisse pas partir du territoire de Mayotte. Une fois que la personne a un titre de séjour, elle doit pouvoir aller à La Réunion, aller en métropole ou dans les autres départements. Pour les étudiants qui ont fait toute leur scolarité jusqu'au bac, il est impensable que la préfecture refuse de leur donner des visas étudiants pour aller étudier en métropole. Sinon, pourquoi les avoir scolarisés? On marche sur la tête. Maintenant, sur les personnes qui veulent être régularisées, il y a un élément fondamental pour être régularisé sur le territoire, c'est de justifier un domicile sur le territoire d'une commune. Et donc, souvent, les gens donnent une attestation d'hébergement. Anne-Constance Nguena héberge Nadjima Mada à son domicile. Sauf qu'il n'y a aucun contrôle. Là, suite au travail, encore une fois, des collectifs et des femmes leaders qui sont allés dormir devant la préfecture pendant 2 mois, il faut leur rendre hommage pour ça, la préfecture a concédé que dorénavant, on va vérifier les adresses. Sauf que la préfecture n'a pas les agents. C'est faux. Ça ne se fera pas, ou ça se fera très peu, ou ça va s'arrêter au bout d'un moment. C'était pour calmer les gens. Je pense en revanche qu'il faut changer la législation, donner cette mission aux mairies. C'est-à-dire donner la mission à la mairie pour dire que telle personne dit habiter sur le territoire de la commune de Mamoudzou, monsieur le maire, envoyez votre police municipale. Pour vérifier. Vérifier que cette personne qui vit avec 2 enfants et un mari peut accueillir un couple avec 2 autres enfants. Et si ce n'est pas possible, donc on donne un avis défavorable et la préfecture refuse le titre de séjour. La mission doit être donnée aux collectivités, aux mairies et non à la préfecture. Et ce sera ma dernière question. Est-ce qu'il faut continuer avec la régularisation des personnes qui arrivent clandestinement sur le département, ici à Mayotte, où il faut imposer aux gens de demander un visa avant de venir? Globalement, ils arrivent de manière clandestine, pas de régularisation, parce que le bâtiment des étrangers a été pris d'assaut. Une fois la réouverture du bâtiment, donc en début de semaine. Et la loi sur l'immigration, ça va être un des sujets évoqués au Sénat rapidement après votre élection. Qu'est-ce que vous mettrez en avant? Vous allez continuer à dire « Ok, on régularise ici » ou ça va être de dire « Plus de régularisation à Mayotte de clandestins, il faut arriver avec un visa ». La condition pour être régularisé, avoir un visa, c'est une condition sine qua non qui est dans la loi. Oui. C'est-à-dire qu'il faut avoir une entrée régulière sur le territoire. C'est une des conditions pour avoir... Mais qui n'est pas appliquée aujourd'hui. On régularise au bâtiment des étrangers. Elle est appliquée sur un seul domaine, sur le mariage. C'est-à-dire qu'on impose une personne qui est mariée avec un Mahorais ou une Mahoraise de retourner dans son pays d'origine, demander un visa, ce qu'on appelle un visa D, un visa famille, pour revenir sur le territoire et la personne est régularisée. Mais pour toutes les autres personnes, le visa, bien qu'imposé, la préfecture ne l'exige pas pour régulariser. Oui. Mais la préfecture est enfermée dans un autre texte international. C'est la Convention européenne des droits de l'homme qui dit en son article 8 que toute personne qui mène une vie familiale et privée sur le territoire de la République française doit être régularisée. On ne peut pas l'éloigner vers son territoire. Donc, on est enfermé dans ce texte-là. Comment s'en sortir? Déjà, je pense qu'il faut éviter que les gens rentrent sur le territoire. Oui. Ça, c'est une première chose. Et, oui. Et l'État a promis
plusieurs choses, des drones, bâtiments de la marine, au large des côtes. Mais il faut un suivi par rapport à ça. Et c'est le travail du parlementaire de dire, vous avez engagé auprès des Mahorais pour déployer des drones et un bâtiment de la marine au large. Pourquoi ce n'est pas encore fait? Deuxième élément pour finir, c'est qu'aujourd'hui, les forces d'intervention sont basées à Dzaoudzi. C'est-à-dire que quand un éco-radar est détecté, ils partent de Dzaoudzi pour aller jusqu'à Mtsamboro. Sauf que les gens sont malins maintenant, ils connaissent comment ça marche. Ils partent à 5-6 Kwassa, 2 qui partent vers l'ouest, 2 qui partent vers l'est, 2 qui arrêtent vers le nord. Et donc les intercepteurs, ils doivent choisir. Et ils en interpellent 2, mais il y en a 2 autres qui sont passés. Mais si on les plaçait à l'îlot de Mtsamboro, la force d'intervention est plus rapide. Elle est différente, bien sûr. Donc voilà, je pense qu'il faut agir de la sorte. Et c'est un vaste sujet. J'espère que vous m'inviterez de nouveau. Avec parce qu'il y a beaucoup de propositions en la matière dans notre programme. Merci beaucoup. Et donc, vous êtes condamné à revenir. Merci, madame. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.